Bonjour, Ron, et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints par Scott Ritter, ancien major des Marines américains et inspecteur des armes de l'ONU, pour discuter des tensions croissantes entre l'OTAN et la Russie. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Eh bien, les pays de l'OTAN accusent désormais la Russie d'avoir violé l'espace aérien polonais et roumain avec ses drones leurs. Certains ont qualifié cela d'attaque et réclament l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne. En réponse, l'ancien président russe Dmitry Medvedev affirme que cela signifierait une guerre directe. Ensuite, le porte-parole du Kremlin, Peskov, déclare que l'OTAN est déjà de facto en guerre avec la Russie. Tout cela se produit alors que les Russes et les Biélorusses mènent leur exercice militaire Zapad. Que voyez-vous dans cette situation? Y a-t-il un risque d'escalade vers une troisième guerre mondiale, ou s'agit-il simplement, selon vous, de beaucoup de bruit? Eh bien, tout d'abord, chaque fois que l'OTAN et la Russie sont impliqués dans une situation pouvant mener à un conflit direct potentiel, c'est dangereux, et cela doit être pris très au sérieux. Et cette crise actuelle doit être prise très au sérieux. Mais il faut regarder la réalité en face. La Russie n'a pas attaqué la Pologne, et la Russie n'a pas attaqué la Roumanie. Le drone roumain pourrait être un drone qui a dévié de sa trajectoire à cause de la guerre électronique ou d'une autre action. L'idée que la Russie enverrait un simple drone de reconnaissance ou un drone leur en Roumanie est absurde en soi. Et l'incident polonais semble être, et même les Polonais ont du mal à le nier, qu'il s'agit simplement d'une mise en scène ukrainienne. Au départ, je pensais qu'en me basant sur les données disponibles au début, il s'agissait de drones de type Shahed 136 Geran 2, qui, selon le ministère biélorusse de la Défense, avaient été capturés par les capacités de guerre électronique ukrainiennes et détournés vers la Pologne. Cela ne semble pas être le cas. Il s'agirait plutôt de drones leurs jetables que l'Ukraine a accumulés au fil du temps, réparés, puis envoyés en Pologne. Et ça a bien sûr été prémédité et coordonné, ce qui signifie que cela n'a pas pris les Polonais par surprise. Les Polonais savaient exactement ce qui se passait. Et tout cela se déroule selon un scénario où, en gros, les Polonais déclarent une urgence au titre de l'article 4 dans le but de provoquer un afflux de ressources de l'OTAN en Pologne. Mais ce n'est qu'une façade, car l'afflux de ressources est en réalité assez dérisoire. Vous savez, 2 Eurofighters britanniques. Bien sûr, les Russes doivent en perdre le sommeil. 3 Rafales français, là encore, impressionnant. Je crois qu'il y a eu 2 autres chasseurs envoyés par l'Allemagne. Donc les Britanniques, les Allemands et les Français ont envoyé au total, vous savez, 7 chasseurs. L'Amérique a envoyé 10 F-35 à Porto Rico à cause d'un seul navire vénézuélien soupçonné de trafic de drogue. Cela montre simplement que les Européens ne prennent pas du tout cela au sérieux. Les Polonais, eux, ont déployé 30 000 ou 40 000 soldats supplémentaires à la frontière. Mais ce n'est pas une véritable puissance militaire. Cela ne représente rien. La grande nouvelle ici, c'est que l'Ukraine va désormais les défenses aériennes de l'OTAN à intercepter les drones et missiles russes. C'est là que cela devient problématique. Car ce qui se passe maintenant, c'est que nous créons une force militaire en Pologne qui sera capable de s'intégrer presque immédiatement à la défense aérienne intégrée de l'Ukraine. Si la décision est prise d'étendre ce bouclier aérien à l'ouest de l'Ukraine. Par le passé, l'un des principaux obstacles était qu'on ne pouvait tout simplement pas connecter l'OTAN à l'Ukraine. Mais maintenant, il crée une situation où l'on peut connecter l'OTAN à l'Ukraine. L'Ukraine est en train d'être intégrée à l'OTAN en ce moment même, alors que nous parlons. C'est là le danger, que l'OTAN devienne plus puissante, plus audacieuse, ou que la Pologne soit unilatéralement encouragée à croire qu'elle peut intervenir en Ukraine occidentale.
Et c'est là que nous entrons dans le risque d'un conflit direct et que la situation peut devenir incontrôlable. Mais tout cela était une mise en scène à 100%. Les États-Unis le savent. Je veux dire, c'est pour cela que Donald Trump ne perd pas le sommeil à cause de ce qui se passe ici. Si, ne serait-ce qu'un instant, on pensait qu'il s'agissait d'une véritable incursion russe, vous verriez des ressources américaines affluer. Mais nous ne jouons pas à ce jeu-là. Donc, c'est un jeu politique, et tout le monde sait que c'est un jeu politique. Le problème, c'est que les conséquences de ce jeu politique créent une capacité militaire qui peut s'intégrer directement à une capacité militaire de l'OTAN. Une fois la formation terminée, elle pourra s'intégrer de manière transparente à la défense aérienne intégrée de l'Ukraine. Donc, le problème, c'est qu'ils se préparent peut-être à entrer en guerre. Souvent, on minimise cela en disant que les Européens n'ont pas vraiment les moyens. Ils ne peuvent pas vraiment agir sans les États-Unis. Et jusqu'à présent, les États-Unis semblent, désintéressés. Cependant, il y a toujours la crainte que le désespoir augmente à mesure que l'Ukraine. Je pense que tous ceux qui suivent sérieusement la situation admettent que l'Ukraine s'effondre. Donc, si l'armée ukrainienne s'effondre sur le front, pas à une vitesse fulgurante, mais cela s'intensifie, on dirait, les Européens et l'OTAN n'ont que deux options. Soit s'asseoir, discuter et mettre fin à cette guerre, soit escalader. Et étant donné que les Européens refusent même de s'asseoir et de parler avec les Russes, il ne reste en quelque sorte que l'escalade. Je veux dire, comment percevez-vous l'approche générale des Européens face à cette guerre, en ce qui concerne ce qu'ils pourraient faire dans les phases finales? Eh bien, il est clair qu'ils ne vont pas intensifier de manière significative. Ils n'en ont pas la capacité. Je reviens à, je crois que c'était plus tôt cet été, lorsque M. Naryshkin, le chef du service de renseignement extérieur russe, a déclaré qu'ils avaient organisé une sorte de séminaire où ils ont discuté de ce à quoi l'Ukraine pourrait ressembler dans un scénario post-conflit. Et l'une des choses qui a été activement discutée était que l'Ukraine occidentale soit donnée aux Polonais, c'est-à-dire permettre aux Polonais de prendre le contrôle. Je pense que cela pourrait être la soupape de sécurité ici. J'appellerais cela une escalade contrôlée. À mesure que l'Ukraine elle-même se délite, se dissout, se désintègre, vous verrez un repli des ressources gouvernementales ukrainiennes vers l'ouest, à Lviv et dans d'autres villes, ainsi que les Skimemburg Urain, des Orveth et Dofai Bislis Bishars. Aircraft and things of that nature. At some point in time, I believe that À un certain moment, je pense qu'une partie du plan de démilitarisation de la Russie consiste à permettre à la Pologne d'étendre son influence. Cela entraînera également une crise humanitaire, avec des millions d'Ukrainiens fuyant vers l'ouest, créant ainsi les conditions permettant à la Pologne d'occuper l'ouest de l'Ukraine. Pour ce faire, la Pologne devra étendre sa défense aérienne à l'ouest de l'Ukraine. Je pense que c'est ce à quoi nous assistons ici. Un scénario d'effondrement contrôlé de l'Ukraine. Car ce qui va se passer maintenant, c'est que la Pologne n'autorisera pas le maintien d'une armée ukrainienne viable sur un territoire sous contrôle polonais. Les Polonais auront donc des obligations de démilitarisation. Retirer cette armée, cet équipement, à une armée ukrainienne qui sera en fait désarmée par l'OTAN. Et aussi la dénazification. Si vous pensez que les Polonais, surtout sous leur président actuel, vont tolérer un gouvernement ukrainien bandériste en Ukraine occidentale contrôlé par la Pologne, détrompez-vous. Et je pense que c'est une solution politiquement élégante que Naryshkin envisageait apparemment. Que Vladimir Poutine soit d'accord ou non, ou que la situation évolue ou non, au point que ça devienne une possibilité, nul ne le sait. Mais je ne vois aucun scénario dans lequel l'Europe mènerait une intervention agressive et significative visant à engager un affrontement avec les forces russes.
Ce que je vois, c'est la Pologne entamer le processus de préparation à une absorption contrôlée de l'Ukraine occidentale dans la sphère d'influence polonaise. C'est pourquoi vous voyez 40 000 soldats se déplacer vers la frontière. C'est peut-être on man erigord des 600 défense et citoyenneté. Cela ferait-il simplement partie du processus naturel de désintégration de l'Ukraine? Alors, ou pensez-vous que ce serait plutôt que les Polonais et les Russes pourraient parvenir à un règlement post-conflit où les Russes accepteraient réellement cela? Comme vous l'avez indiqué, il y a eu des discussions à ce sujet parce que cela s'inscrirait-il alors dans le cadre d'une garantie de sécurité si les parties occidentales de l'Ukraine étaient placées sous une forme de protection polonaise, ce qui constituerait une absorption progressive? Je pense que les gens sous-estiment le fait qu'il ne s'agit pas seulement de la construction de l'Ukraine. Il n'y a pas que les Russes qui ont des problèmes avec cela. Les Polonais, les Roumains, les Hongrois, il y en a beaucoup qui pourraient chercher, je suppose, à revoir certains de ces accords conclus auparavant. Eh bien, je veux dire, encore une fois, lors de cette même conférence où Naryshkin et compagnie ont envisagé que l'Ukraine occidentale tombe sous une sphère d'influence polonaise, ils ont également évoqué la Carpathie revenant à la Hongrie et d'autres territoires allant à la Roumanie. Donc on parle d'un partage de l'Ukraine. Je crois que, écoutez, nous savons que Loukachenko, le président du Bélarus, a déclaré que toute incursion polonaise en Ukraine occidentale entraînerait automatiquement l'entrée du Bélarus dans la guerre, car ils ne le permettront pas. Donc, toute incursion polonaise en Ukraine occidentale, selon moi, ne peut pas avoir lieu sans que les Russes ne donnent leur feu vert au préalable, ce qui signifie qu'il existe probablement déjà un accord entre la Russie et la Pologne. Vous savez, c'est comme ça que fonctionnent les services de renseignement. Il y a une compréhension mutuelle parce qu'aucune des deux parties ne veut la Troisième Guerre mondiale. Personne ne cherche un conflit et tout le monde comprend qu'il faut procéder à une démolition contrôlée de l'Ukraine. On ne peut pas simplement laisser la situation s'effondrer d'elle-même, car cela entraînerait trop d'incertitudes et de conséquences imprévisibles. L'objectif ici serait de créer l'issue la plus prévisible possible. L'Europe, bien sûr, veut éviter cela, car ce dont nous parlons, c'est d'une victoire russe incontestée, une défaite totale pour l'OTAN. Mais l'idée de laisser la Russie gagner sans avoir de plan pour stabiliser la région est, je pense, surtout du point de vue polonais, impensable. Les Polonais doivent donc se préparer à participer à la démolition contrôlée de l'Ukraine. Cela peut sembler radical, mais d'un autre côté, suggérer que la Pologne ne prépare aucun plan pour l'Ukraine d'après-guerre paraît un peu absurde. Il faut s'adapter à la réalité telle qu'elle est. Mais, comme vous l'avez suggéré, il se peut que les Européens ne soient pas d'accord sur ce point. En effet, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, affirme toujours que l'Ukraine est sur la voie de l'adhésion à l'OTAN. Il continue de dire que, dans le cadre d'un éventuel cessez-le-feu, des troupes seront envoyées en Ukraine. Et bien sûr, la Russie ne devrait avoir aucun droit de veto sur tout cela. Même évoquer un veto russe serait, comme le disent les Russes, ridicule. Ils continuent donc d'adopter cette position très maximaliste. Mais c'est justement ce qui m'inquiète. Même s'ils n'ont pas les capacités de combattre les Russes, cela pourrait tout de même arriver si la décision n'est pas rationnelle. Et maintenant, on parle d'envoyer encore plus de missiles longue portée. Ce n'est pas juste que l'Ukraine soit soumise à toutes ces contraintes. Mais alors que les Européens commencent à paniquer un peu, on voit de l'autre côté les Russes, qui sont plus, il me semble du moins, d'après ce que j'entends de Moscou, qu'ils deviennent de plus en plus en colère. Ils savent très bien qu'ils disposent de l'Oreshnik,
et d'autres moyens de gérer une escalade. Il se peut également qu'il y ait un calcul selon lequel les États-Unis seraient moins susceptibles d'intervenir en cas d'escalade sérieuse entre les Européens et la Russie. Comment voyez-vous cette possibilité que les Russes pourraient? Encore une fois, je ne suis pas sûr, j'ai parlé hier à Dmitry Polyansky, qui représente la Russie aux Nations Unies. Il a dit qu'il s'agissait d'une opération sous faux drapeau ukrainienne. Mais encore une fois, on ne peut pas exclure que les Russes cherchent aussi à envoyer un signal à l'Occident. Je ne sais pas si c'est le cas, mais voyez-vous une possibilité que nous nous dirigions vers une guerre directe, au moins entre les Européens et la Russie, sans forcément impliquer les Américains? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre que les États-Unis ont envoyé des observateurs militaires aux exercices Zapad 2025. C'est complètement inattendu. Mais vous savez, 2 lieutenants-colonels sont présents sur le terrain en Biélorussie, avec la possibilité de surveiller l'ensemble de ces exercices. Ce n'est pas ce qu'on fait si l'on craint un conflit avec les États-Unis. C'est ce qu'on fait quand on essaye de convaincre les États-Unis qu'on ne représente aucune menace. L'autre chose, c'est que nous devons simplement faire face à la réalité. Écoutez, quand mes enfants étaient petits, je leur disais que le Père Noël existait. Et j'ai dit que Rudolph amènerait les rennes chez nous, atterrirait sur notre toit et que le Père Noël descendrait par la cheminée pour déposer des cadeaux sous le sapin. Et j'ai fait cela tant que les enfants voulaient bien y croire. C'est Mark Rutte aujourd'hui. Parce que toute idée que l'OTAN va intervenir, c'est comme raconter l'histoire du Père Noël. Ce n'est tout simplement pas réel. Ça n'arrivera pas. Il n'y a aucune intervention que l'OTAN puisse faire. Aucune. Zéro. Mais les Allemands vont fournir des missiles Taurus. C'est une condamnation à mort pour l'Allemagne. Et ils le savent. Mais ils ne vont pas le faire. Tout cela n'est que de la posture. C'est tout simplement une stupidité ridicule. Aucune nation de l'OTAN n'a la capacité d'initier et de soutenir des opérations militaires significatives contre la Russie. Aucune. Même les Polonais, avec 40 000 soldats, n'iraient pas à plus de 20 km à l'intérieur de l'ouest de l'Ukraine avant de s'arrêter pour des raisons logistiques. La Pologne est incapable de soutenir logistiquement une telle avancée en temps de paix. Imaginez maintenant, sous le feu, à quelle vitesse cette avancée s'effondrerait et à quelle vitesse ces 40 000 soldats polonais deviendraient morts, blessés ou prisonniers de guerre. Voilà la réalité. Ils feraient face à une armée russe aguerrie par les combats et à une armée biélorusse formée par des soldats russes expérimentés au combat, ou dans le cas de Wagner, par des Russes. Mercenaires. La Pologne le sait. Ils ne sont pas stupides. Nous parlons d'officiers militaires professionnels qui savent lire une carte, qui savent lire un rapport de force et qui comprennent ce qui se passe ici. Tout cela n'est que du non-sens politique qui se joue. Il n'y aura pas d'intervention militaire européenne, pas sans que les États-Unis la soutiennent avec toute leur puissance militaire. Et je viens de vous dire que les États-Unis ont envoyé 2 observateurs militaires sur le terrain en Biélorussie. Non pas pour les espionner en vue d'actions militaires, mais pour envoyer un signal. Nous comprenons. Nous cherchons la stabilité ici. Nous ne cherchons pas la confrontation. Nous ne cherchons pas de surprise. Voilà la réalité. Il n'y aura pas d'intervention militaire européenne majeure. Avant tout, pour cela, il faut le soutien de la population. Et je ne vois pas de soutien en France. Je ne vois pas non plus de soutien au Royaume-Uni. Je ne vois pas de soutien en Allemagne. Et franchement, je ne vois pas non plus de soutien en Pologne. La grande majorité des Polonais sont opposés à l'idée d'entrer en guerre contre la Russie. Donc, c'est juste un fantasme de la part de Rutte qui regarde l'OTAN s'effondrer sous ses yeux. Je veux dire, c'est fini.
around his eyes. I mean, it's over. I said when Rutte was J'ai dit, lorsque Rutte a été nommé secrétaire général, qu'il pourrait très bien être le dernier secrétaire général que l'OTAN ait jamais eu. Et je pense qu'il devient de plus en plus probable que ce soit effectivement le cas. Et il ne partira pas tranquillement dans la nuit. Il partira en hurlant, en hurlant, en hurlant. Mais cela ne change rien au fait que l'OTAN est une institution en échec. Ils ne pourront pas se permettre les réparations nécessaires pour en faire une organisation militaire crédible. Et cette défaite stratégique qu'ils subiront face à la Russie sera le glas non seulement pour eux, mais aussi pour l'Europe. Je suppose que ce qui m'inquiète, ce n'est pas qu'il s'agisse d'une absence totale d'intervention ou d'une intervention franche, mais plutôt de cet interventionnisme progressif que nous avons observé au cours des 3 dernières années et demie. Car il y a toujours un risque de mauvaise interprétation. Comme l'a révélé le New York Times, et je pense que tout le monde le savait, ce sont principalement des généraux américains qui dirigent la guerre depuis l'Allemagne, en fournissant la logistique, le renseignement, le ciblage, et même en opérant certains de ces missiles longue portée par des Occidentaux. J'ai l'impression que Rutte lui-même croit au Père Noël, pensant que les Russes ne réagiront pas parce que nous avançons par petites étapes, et que les Russes ne font jamais rien en retour. Mais attends, Glenn, que veux-tu dire par les Russes ne font jamais rien? Ils ont tué 1,7 million d'Ukrainiens. Ils ont détruit tout ce que l'OTAN a envoyé dans leur direction. C'est une guerre d'usure. C'est là que Keith Kellogg et d'autres se trompent, parce qu'on ne voit pas de grandes flèches rouges sur la carte. Évidemment, la Russie ne reproduit pas la prise de Berlin. Mais ce n'est pas le but de cette guerre. Cette guerre vise à provoquer l'effondrement militaire de l'Ukraine et de l'OTAN, ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Car 1,7 million de soldats ukrainiens ne sont plus en état de se battre. Il y a plus de 2 millions de blessés. Tout le matériel fourni par l'OTAN finit à la casse, où il est renvoyé en Europe pour être réparé, avant de revenir et d'être détruit à nouveau. La Russie a tout détruit. C'est la 6e armée ukrainienne que la Russie est en train d'anéantir, la 6e fois que l'OTAN la reconstruit. Je dirais qu'il est assez évident que la Russie bat l'OTAN sur tous les plans, sans contestation possible. Eh bien non. J'espère que tu as raison. J'entends toujours dire que s'ils craignent que les Russes ripostent contre les missiles Taurus, alors soudainement, on entend qu'ils peuvent aider l'Ukraine à fabriquer ses propres missiles, ce qui donne l'impression qu'ils effacent simplement les empreintes allemandes et les redessinent un peu, puis prétendent qu'il s'agit d'un missile domestique. Mais bien sûr, avec tous les drones qui frappent en profondeur à l'intérieur de la Russie, j'ai du mal à croire que ces drones sont fabriqués à 100% en Ukraine, comme les Russes l'ont probablement découvert. Cela étant dit, où voyez-vous cette guerre aller maintenant? Je veux dire, vous observez à nouveau le champ de bataille. On regarde principalement les chiffres, les pertes, dans une guerre d'usure, mais certains des changements territoriaux nous semblent également significatifs. Pensez-vous que les Russes préparent une offensive massive pour en finir, ou vont-ils continuer cette progression incrémentale? Cherchent-ils à couper des points névralgiques ou des centres logistiques? Qu'est-ce que vous pensez que nous devrions attendre dans les prochaines semaines? Je ne m'attends pas à un coup de grâce, à cette offensive massive qui gagnerait la guerre. Je constate que les Russes ont actuellement une formule gagnante et qu'elle fonctionne très bien pour eux. Il faut tout de même respecter le fait que l'Ukraine dispose d'une armée très importante et qu'au sein de cette armée, il existe des unités dotées d'une puissance de combat considérable que la Russie doit traiter avec respect.
La dernière chose à faire serait de répéter, vous savez, la contre-offensive soviétique après Stalingrad, où ils ont réussi à encercler la 6e armée, mais où ils sont ensuite allés trop loin, ce qui a conduit la 4e armée blindée à être coupée et anéantie. Les Russes ne sont pas du genre à permettre que leurs unités soient sacrifiées de cette manière. La guerre prendra fin lorsque l'Ukraine s'effondrera militairement, économiquement et politiquement. Et il y a une synergie entre ces trois aspects. Ils sont connectés. Donc pour l'instant, les Russes vont continuer à détruire l'armée ukrainienne par une guerre d'usure qui entraîne également des gains territoriaux significatifs. Pas les grandes percées que tout le monde attend de la Seconde Guerre mondiale, mais ils avancent de 5 km par jour dans certaines zones. Ce n'est pas mal. Ils poursuivront la guerre économique. On le voit avec leurs drones. Ils ciblent des sites industriels de défense essentiels, mais ils commencent aussi à frapper des infrastructures liées à l'énergie, etc. Et politiquement, je veux dire, Zelensky est en pleine panique en ce moment. Et tout son entourage est paniqué. Je pense que ce que vous allez voir, c'est qu'à mesure que l'armée s'affaiblit, l'économie se détériore et la base politique du soutien à Zelensky va s'effriter. À un certain moment, vous allez assister à un effondrement. Lorsque cet effondrement surviendra, nous serons alors confrontés à la possibilité d'une démolition contrôlée de l'Ukraine, où la Russie se tournera vers les Polonais et dira « maintenant ». Ensuite, les Polonais entreront et prendront l'ouest de l'Ukraine, tandis que les Russes avanceront et consolideront leur position avec Kiev et Odessa, etc. Il pourrait y avoir une zone démilitarisée entre les Russes et les Polonais, convenue pour éviter les conflits. Mais c'est ainsi que je vois l'évolution de cette guerre. Je ne vois pas de grandes offensives. Je ne vois pas d'offensive majeure destinée à résoudre ce conflit. Je vois les Russes conscients que tant que l'Europe pourra inonder l'Ukraine de ressources militaires, l'Ukraine se battra jusqu'au dernier Ukrainien. Et malheureusement pour l'Ukraine, il reste encore beaucoup d'hommes ukrainiens capables d'être sacrifiés sur le champ de bataille. Et la Russie continuera simplement à user les forces adverses jusqu'à ce que l'effondrement survienne au niveau des 3 piliers dont j'ai parlé. Ma dernière question concerne simplement Trump. Quelle est la place de l'Amérique dans tout cela? Je veux dire, avec l'effondrement de l'Ukraine, va-t-il simplement s'en laver les mains et dire « Eh bien, nous avons fait ce que nous pouvions, c'est le problème de l'Europe » ou vont-ils tenter de sauver la situation? Vous savez, il continue d'affirmer que ce n'est pas sa guerre, mais il continue aussi de proférer des menaces contre la Russie. Encore une fois, je ne sais pas si c'est pour apaiser les faucons chez lui. Il pousse les Européens à imposer des sanctions secondaires à la Russie. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit pour pousser les Russes à la table des négociations ou simplement pour s'assurer que les Européens se soient isolés du reste du monde et soient devenus dépendants des États-Unis, n'ayant plus d'autres partenaires commerciaux. C'est très difficile à interpréter. J'entends de la part d'Américains et de Russes bien informés que le développement bilatéral des relations s'améliore, que des choses se passent. Mais comment interprétez-vous Trump? Car c'est toujours difficile à faire. Mais pensez-vous que c'est pour la forme, ou bien poursuit-il simplement l'héritage de Biden? Comment évaluez-vous tout cela? Non, je pense que de temps en temps, si vous écoutez Donald Trump, la vérité finit par sortir de sa bouche. Et il a justement dit cette semaine que le conflit entre l'Ukraine et la Russie était tout simplement trop difficile. Je veux dire, c'est bien plus compliqué qu'il ne l'imaginait. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des conditions inatteignables. Vous savez, il joue au dur. Je suis prêt à faire ceci. Je suis prêt à faire s'effondrer l'économie russe. Mais je ne peux pas y aller seul.
L'Europe, vous devez intervenir. Vous devez non seulement vous en prendre aux Russes, arrêter d'acheter de l'énergie russe, ce que l'Europe ne peut pas faire à ce stade, mais vous devez aussi sanctionner l'Inde et la Chine, ce qui détruirait l'économie européenne. Par conséquent, ils ne peuvent pas le faire. Donc Trump a posé des conditions impossibles à atteindre. Et je pense qu'il l'a fait exprès, car maintenant, il peut dire que l'Europe n'est pas sérieuse quant à la fin de cette guerre. Par conséquent, ne vous attendez pas à ce que nous en supportions le poids. Nous nous retirons. C'est ainsi qu'il se désengage. Et vous savez, cela fera partie de l'effondrement économique, militaire et politique de l'Ukraine, lorsque les États-Unis prendront la décision stratégique de se désengager de l'Ukraine. Et cela arrivera plus tôt que tard. Je ne pense pas que Trump va faire traîner cette affaire indéfiniment. Il a donné une chance à l'Europe. Je ne crois pas que l'Europe sera capable de remplir les conditions fixées par Trump. Et il n'y aura aucune solution de repli à ce moment-là. L'Europe sera totalement livrée à elle-même. Et comme elle ne peut pas maintenir ce type de pression, l'Ukraine sera contrainte soit d'accepter un accord, ce qu'elle refusera, soit de se battre sans soutien adéquat, ce qui mènera à l'effondrement. Je pense que ce sera finalement l'issue ici, l'Europe étant limitée dans ce qu'elle peut fournir. L'Ukraine sera privée de ressources, tant militaires qu'économiques. Et comme je l'ai évoqué plus tôt, il existe un lien entre l'effondrement militaire, politique et économique. Je pense que vous verrez ces trois aspects s'effondrer à peu près en même temps. L'incompétence en Europe est vraiment frustrante. Parce que si cela était résolu d'une manière ou d'une autre, par un accord maintenant, ce qui serait possible, il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement de l'Ukraine pour ne pas élargir l'OTAN. Et contrairement à un effondrement, je veux dire un effondrement serait une catastrophe humanitaire. Imaginez ce qui se passerait sur le champ de bataille si tout s'effondrait. Les vagues de réfugiés. Ce serait un véritable cauchemar. Le fait qu'ils s'en tiennent loyalement à leur récit sans rien faire commence à m'énerver. Et tout cela se fait sous la bannière « Nous nous soucions des Ukrainiens ». C'est assez méprisable. Mais Scott Ritter, merci beaucoup, comme toujours, pour votre temps. Merci de m'avoir invité. Thanks for having me.